Merci beaucoup à vous tous qui regardez Carrefour, votre Carrefour politique, votre tranche de chaque lundi. Vous êtes donc impatients pour suivre les débats avec nos invités qui vont d'ailleurs faire leur entrée sur le plateau. Le député Jean-Pierre Ayoub Banguira Safari qui va faire son entrée. Et pendant que venez, vous allez faire votre entrée sur le plateau des Carrefour. Je vous rappelle qu'il est député national élu sous la liste du PPRD. Bonjour, bienvenue. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Merci, merci. Votre collègue Mike Mkebai, député provincial élu des Lingala ici à Kinshasa, membre de la coalition La Moka, il fait également son entrée sur le plateau de Carrefour en direct. Comment allez-vous? Bien, Jean-Pierre. Ah, c'est votre anniversaire? Bon, oui, c'est mon anniversaire. Quand on me l'a dit, je pensais que c'était un canular. Non, non, c'est vrai, mais je ne fête pas les anniversaires. Moi, j'ai grandi dans une famille modeste. Ma mère devait vendre du pain pour que j'aille à l'école. Cela n'est pas une raison pour ne pas fêter son anniversaire. Père à son âme, elle est morte il y a quelques années. Je ne connais pas, je n'ai pas cette culture, je n'ai jamais fêté mon anniversaire. Ça m'est resté comme ça. Bon, mes enfants, ils fêtent, moi, je ne fête pas. Et si nous nous organisons, nous vous... Bon, ouais, peut-être, volontiers, j'y participerai. On fera une surprise. Bon, ok, d'accord. D'accord. Trésor Mutombo qui fera aussi son entrée. Ça va faire 4 invités sur le plateau de Carrefour. Cher Trésor, bienvenue. Merci beaucoup. Ancien journaliste, analyste politique, merci d'être venu. Et ensuite Eric Bekoula, que vous connaissez, qui va également être sur le plateau de Carrefour pour ces quelques 80 minutes du temps d'antenne. Cher Eric, merci beaucoup d'être là. Voilà, le plateau affiche complet. Le débat peut commencer, messieurs, mais d'abord cette information qui vient de nous parvenir. Alfred Liolo, le sculpteur et plasticien congolais qui vient de nous quitter, en tout cas nous l'apprenons en même temps que les auditeurs et le téléspectateur qui nous regarde. Vous commencez par avoir la parole. Qu'est-ce que le parcours de cet homme vous a inspiré? Non, c'est une perte sèche, c'est vraiment un grand trou dans les secteurs et de l'art chez nous. C'était le plus grand, si je ne m'abuse, le plus grand sculpteur chez nous, Alfred Liolo. Il nous quitte, paix à son âme. Pendant qu'on n'a pas encore enterré le poète Lutumba Simaro. Bon, c'était prévisible, c'était des gens qui avaient déjà atteint un certain âge. C'était prévisible, mais sauf que quand ça arrive, ça fait toujours très mal. Et que souvent des monuments comme ceux-là, les deux là qui sont partis, sont irremplaçables. Mais ben, écoutez, le Congo est plein de talents. Nous croyons que nous allons travailler pour que demain, nous ayons d'autres Liolo et d'autres Lutumba. Trésor Mutombo, une perte sèche comme Mike Mkebai le disait tout à l'heure. En effet, j'aimerais profiter de cette occasion pour présenter mes condoléances, si en tout cas l'information est confirmée, à toute sa famille et à toute la famille culturelle. Je pense que je vais exactement dans le même sens que Mike Mkebai. C'est toute une génération qui est en train de partir. Ça doit aussi nous faire réfléchir à comment nous faisons pour continuer à les faire vivre au-delà de leur vie, leur passage ici sur Terre. C'est vrai que leurs œuvres vont continuer, mais il faut aussi que leur histoire soit racontée et soit contée à ceux qui vont venir après. Donc il y a là un vrai débat à avoir sur le rôle qu'on donne ou la place qu'on donne aux héros de toutes sortes, pas que politiques, aux héros de notre nation pour que leur histoire continue. Des livres, des mémoires n'ont pas été écrits et pourtant c'est des gens qui avaient énormément de choses à raconter sur l'évolution de l'art dans notre pays. C'est des gens qui en ont vécu des tonnes et qui pouvaient nous apprendre énormément. Je suis persuadé que nous allons saisir cette opportunité pour essayer d'immortaliser chacun de nos grands personnages qui nous restent encore à travers des œuvres plus durables dans le temps. Eric Bokula, vous êtes très affecté vous aussi. Ça c'est jusqu'à ce que l'information sera confirmée parce que... Ah, on sait que c'est le 1er avril, mais des sources crédibles en parlent quand même. Écoutez, si c'est le cas, alors ça sera une autre perte en l'espace de moins d'une semaine. Et c'est vraiment, c'est comme vous allez poser la question, qu'est-ce qui se passe là avec notre nouveau président? Ah, on dit depuis que Tshisekedi est arrivé, tout ce que nous avions d'iconique. Je veux aussi essayer de partager le même souci avec Ndeko Mutombo, c'est le fait que généralement, il y a un problème d'assurer la relève dans notre pays. Donc là, c'est un grand artiste qui est parti. Est-ce qu'on a assuré la relève? Est-ce que cette connaissance qu'il avait, est-ce que finalement il a
il a trouvé un moyen de partager ce qu'il avait. C'est ça la grande question. Mais en tout cas, mes condoléances à sa famille. Jean-Pierre Ayobanguera, donc c'est une perte énorme avec ce qu'il avait été. Donc il est irremplaçable en fait, Alfred Liolo. C'est vraiment alors une perte, hein. Comme nos amis viennent de le dire. Nous avons un Congo qui est riche d'une manière culturelle. On vient de perdre en espace d'une semaine 2 grands hommes, que ce soit en musique et maintenant dans l'art plastique. 2 icônes en fait. C'est vraiment des icônes. Et je pense que nous devons aussi leur donner, autant que nous donnons de l'honneur aux politiciens, mais aussi on devra faire aussi autant pour les artistes qui vendent une autre image du Congo. Est-ce que ça devrait s'arrêter là aux hommages ou penser à l'après-hommage? Comment faire pour pérenniser l'œuvre pour laquelle ils se sont Justement, c'est aussi de pérenniser. Et c'est aussi de se rappeler des gens quand ils sont encore vivants, avant qu'ils ne meurent. Parce qu'on a tendance à faire beaucoup de cérémoniels à la mort de ces grands, mais il fallait qu'on se rappelle d'eux avant même, lorsqu'ils étaient encore vivants. Ah, Lutumba lui disait d'ailleurs, honorez-moi pendant que je suis encore vivant. C'est là alors on aurait pu avoir le temps de voir comment justement faire un transfert des connaissances entre les générations qui nous ont alors précédés. Mais quand on doit leur attendre que quand ils nous quittent, c'est maintenant qu'on se rappelle de toute leur importance et leur poids. C'est vraiment une perte double. À nos pensées ce matin à l'endroit de sa famille et de ses proches, et nous pensons que cette information n'est pas en tout cas une canular. Vous allez garder la parole. Vous êtes élu de Massissi dans le Nord Kivu. Le Nord Kivu qui a encore voté hier. Beni et Butembo étaient aux urnes. Les élections se sont bien passées selon Coordinanga. Vous êtes satisfait vous aussi? Nous sommes vraiment satisfaits parce que ça faisait vraiment un trou chez nous. Vous savez que le Nord Kivu c'est la 2e province après Kinshasa. Nous devrons avoir 48 députés. Mais actuellement, on n'en a que 34. Donc ça va nous amener encore un contingent de 14. Nous serons 48. Nous aurons maintenant le poids de peser dans la vie politique de ces pays. Et je pense qu'il y a sincèrement les élections qui se sont passées à Beni, à Butembo. C'est vraiment une bonne chose que la population de là leur attendait. Malgré tous les problèmes qu'il y avait eu en termes d'insécurité, d'Ebola. Heureusement que finalement ils Il n'y a pas eu d'incident. D'ailleurs, la Simonceul annonce que ce sont les groupes armés qui ont sécurisé certains bureaux de vote à Beni. Ce sont des réalités, ce n'est pas seulement à Beni. Même là où on avait fait, dans tous ces territoires-là de l'Est, il y a tout un tas de groupes armés. Ils ne sécurisent pas seulement que les élections. Ils sont là. Donc que ce soit même les ex-États, ils sont là. Que ce soit les enrôlements, que ce soit la vaccination. C'est vraiment, c'est un aspect. C'est des auxiliaires des forces non, de ce ne sont sécurité. pas des auxiliaires, mais ce sont ceux-là qui sont là. Et comme on dit, la nature a horreur du vide. Comme les effectifs des FARDC ne permettent pas actuellement de contrôler chaque colline du pays, voilà, et la nature qui a horreur du vide, des jeunes gens, des inciviques pour la plupart, s'organisent et que ce soit la CENI, d'autres organismes sont en quelque sorte contraints de faire avec, mais nous espérons qu'avec l'avènement qu'il y aura d'un système qui pourra faire en sorte qu'on puisse réformer encore l'armée, accélérer la réforme de l'armée, recruter des effectifs, qu'on sera en mesure de se passer de cette obligation. Ça, c'est une défaite du PPRD qui a géré pendant 17 ans et qui n'est pas arrivé à mettre en déconfiture tous ces groupes armés qui occupent la partie orientale de notre pays. On ne peut pas dire que c'est une défaite du PPRD, c'est une défaite de toute la nation congolaise. Parce qu'à ma connaissance, dans ces provinces, dans ces territoires, il n'y a pas que des députés du PPRD. Et loin de là, c'est un territoire essentiellement qu'on peut dire acquise à nos amis de l'opposition. Mais est-ce que c'est une défaite du PPRD alors que nous partageons... Ah, j'ai dit PPRD parce que c'est vous qui étiez au pouvoir. C'est une défaite commune de la nation et on doit essayer de voir comment relever cela ensemble. Absolument, il y a urgence. Eric Bukula, vous allez prendre la parole. Vous représentez l'UDP sur ce plateau. Le président est à Dakar. Ensuite, il va s'envoler pour les États-Unis. Ça va faire son 11e voyage depuis le 24 janvier. Le président, décidément, il aime beaucoup voyager. Pas qu'il aime beaucoup voyager. Une chose est sûre, vous venez de dire bien que l'honorable a essayé de rejeter cela. Pendant ces années de gestion du PPRD, le pays a subi beaucoup de revers, c'est-à-dire au niveau diplomatique et même au niveau interne. Ce problème de sécurité, c'est vrai que ce ne sont pas que les députés PPRD au niveau du Kivu, mais le pays, que ce soit au niveau
c'était à la tête du pays, ou même à la tête de la province du Nord Kivu, c'était des proches du PPRD. En tout cas, M. Palouk est très proche du PPRD et c'est un peu comme un échec, c'est leur échec en fait, parce que même quand on essaie de voir ce qui se passe dans ces quelques mois que le nouveau président est au pouvoir, on se rend compte qu'il y avait manque de volonté politique parce que beaucoup s'est fait en quelques mois qu'eux n'ont pas pu faire pendant des années. Donc ce que le président essaie de faire, c'est de redorer l'image du pays. Il n'a pas encore délocalisé l'état-major général au Kivu, comme il avait promis. C'est une promesse de campagne qu'il est obligé de tenir. Oui, il va la tenir définitivement. Toutes les promesses de campagne ne sont pas remplies au lendemain des il avait pourtant dit aussitôt qu'il est élu. Écoutez, c'est vrai, mais il s'est rencontré avec beaucoup d'autres réalités. M. Trump avait promis un mur aussitôt qu'il allait être élu, mais jusque-là, il n'a pas encore eu son mur entre les États-Unis et le Mexique. Donc j'essayais de dire que le président essaie de désenclaver ou de lever cette isolation du pays, parce que le pays était devenu très isolé diplomatiquement. Vous le croyez? Oui, ça c'était évident. C'était évident et c'est ce que le président essaie de faire. Voilà la raison pour laquelle il a besoin de faire tous ces voyages, mais aussi on a besoin d'un certain soutien de l'étranger. Si vous vous rappelez bien avant que le président ne devienne président, il faisait toujours toutes ces tournées. Martin Fayulu a dit que la légitimité ne s'acquiert pas en Occident, mais plutôt à l'intérieur. Ça m'étonne que cela vienne de Martin Fayulu, surtout lui qui passe son temps à aller vanter l'Occident. Non, ce que j'essaie de dire, c'est que une chose est sûre, l'Occident, l'étranger a beaucoup fait, a beaucoup contribué pour l'alternance qu'on a vécue aujourd'hui. La pression sur M. Kabila est aussi venue de l'Occident. Alors, le président essaie de consolider cela. Et je pense que ce qu'il fait est très important. Très important. Cela dit, ça ne signifie pas qu'à l'interne, il ne fait rien. Vous êtes témoin de ce qui se passe ici. Les prisonniers politiques sont libérés, les routes sont réhabilitées. Voilà. Il faut que la parole tourne. Mike Mukeba, il va la prendre. Riek Mutombo reste en attente. Des déplacements, beaucoup de déplacements du président. Il est important qu'il s'affirme à l'international et tisse sa toile d'araignée sécuritaire. Je vais aller rapidement d'abord rencontrer certaines allégations que j'ai entendues ici. Trésor parlait d'erreurs politiques. Il n'y en a presque pas au Congo, à mon point de vue. Je crois qu'il faudrait une remise en cause générale, que nous nous demandions qui les mérite. Je pense, à mon point de vue, par exemple, Mouzé Laurent Désiré Kabila ne les mérite pas. C'est clair, il y a des faits pour étayer ma position. Sous le mandat de Mouzé Kabila, il y a un général ici, Anselme Massassou Ngandou, soupçonné, j'ai dit soupçonné, pas accusé, d'atteinte à la sûreté d'État. Il a été déporté. Les faits reprochés à Anselme étaient supposés avoir été commis à Kinshasa, mais il a été déporté dans le Katanga, jugé dans le plus grand secret pendant 48 heures, sans moyen de défense, sans avocat, et tué dans le secret. C'est sous Mouzé que ça se passe. Je ne pense pas que Mouzé mérite d'être héros national. C'est sous Mouzé que ça se passe. Et nous ferons ces procès. Et quand est-ce que nous apprendrons finalement la vérité sur la mort pas la mort, l'assassinat d'Anselme? C'est après la mort de Mouzé, Roberto Garreton, rapporteur spécial des droits de l'homme des Nations Unies pour le Congo, qui arrive, qui pose la question. On lui demande d'aller poser à Mukuntu. Mukuntu dit qu'il a été jugé, mais où est le jugement? Rien n'a été vu. Nous devons revenir sur ces questions. C'est aussi des questions de réconciliation, même si à l'UDPS on ne comprend pas la réconciliation. On pense que la réconciliation, c'est que Kabila a sorti Gédéon Kyungu de la brousse, l'homme qui a ouvert le ventre aux femmes enceintes. Et aujourd'hui on applaudit, on dit réconciliation avec Kabila, sans lui demander de compte sur ces actes-là. C'est très grave pour une nation. Et donc pour vous, la réconciliation ne signifie pas... J'y vais rapidement. Ben, je suis heureux d'être avec l'honorable, qui est du PPRD. Enfin, vous avez organisé les élections dans le Béni Boutembo, mais la situation est pire qu'avant. C'est le PPRD qui a organisé les élections. S'il vous plaît. Non, mais c'est moi qui pose des questions. Elle est pire qu'avant. Maintenant, il y a une urgence sanitaire qui a été décrétée. On est aux 1000 cas. Enfin, en principe, on n'aurait dû pas organiser les élections hier. On est aux 1000 cas. Urgence humanitaire à Béni Boutembo. Donc on comprend que ça avait été un prétexte fallacieux pour que vous leur donniez la victoire. Vous saviez qu'avec Béni Boutembo, oui, hier, on ne devait pas organiser les élections. C'est pire qu'en décembre.
sur le plan sécuritaire et Mais aucun incident. Il faut savoir Non, aujourd'hui, non, à l'époque, non, on parle pas d'incident, Les élections ont été reportées. Non, on parle pas d'incident. Les élections ont été reportées pour raison. Vous allez avoir la parole. Pour raison de sécurité et raison sanitaire. Aujourd'hui, nous sommes à une urgence sanitaire. On a atteint les 1000 cas. C'est plus grave qu'en décembre. On n'aurait pas dû organiser. Donc, vous avez fait un président partiel qui est président d'une partie de la République. Mais ça n'aurait rien changé. Je vous en prie. Ces Congolais ont les mêmes droits. Tu les dis avec sourire, tu fais mal à ces Congolais de Béni. Quand ils te suivront, qu'ils n'aillent pas voter, qu'il y ait un citoyen congolais pour dire ça n'aurait rien changé, on comprend votre... S'il vous plaît, on comprend votre cynisme. Un Congolais a droit de voter. Vous répondez à mes questions. Laisse-moi y aller. Oui. Ce n'est pas d'abord le résultat, c'est un droit. Et vous avez privé de Congolais de leurs droits. Le contexte de l'époque ne le permettait pas parce que... Attendez, non, ne me posez pas de fausses questions. Les élections ont été reportées. Non. Oui. Pour raison sécuritaire et sanitaire. Aujourd'hui, nous sommes à une urgence sanitaire dans cette région. C'est plus grave qu'en décembre. Donc, ne m'embrouille pas. Ce que j'ai dit est clair. À moins que tu décides de devenir mon contradicteur, la situation qui prévaut dans Béni Boutembo aurait dû dicter un nouveau report. Vous l'aviez déjà dit, il faut qu'on avance. Je suis en train... C'est dans votre temps d'antenne. Donc merci. Donc on vous a donné cette présidence-là, dans ces conditions-là. Mon frère dit que vous n'avez toujours pas répondu. Pardon, je vais y aller. Les groupes armés sont... Laisse-moi terminer. Vous me prenez chaque fois une seconde. Les groupes armés sont toujours là. Mais c'est une défaillance de la part de votre régime. Ne parlez pas d'une responsabilité collective. Mais ce régime n'est pas... Pardon, laisse-moi terminer. Il faut d'abord faire le bilan. Ils ne l'ont pas fait, il est vite. Vous savez ce que c'est la redevabilité. Qui est redevable? Ce n'est pas mon Kébaï, je n'ai pas géré avec vous. C'est vous qui avez amené le pays là et vous n'avez rien fait. Et heureusement que vous avez été exonéré par l'UDPS qui dit réconciliation, nous repartons à zéro. Je suis même étonné qu'ils vous critiquent sur ce plateau parce que vous êtes de coalisés entre vous. Ça ne signifie pas que parce qu'on est partenaire. Que tout a passé. Laisse-moi terminer. On me parle de l'état-major à déplacer. Non, vous n'allez pas laisse-moi terminer. C'est toi qui me prends. La dernière question, c'est sur le déplacement. Oui, tu me prends chaque fois des secondes. Mais le problème, c'est que je vais répondre à mes questions. Laisse-moi, je réponds. C'est cela le problème, tu me prends une seconde. Je ne sais pas quand on va déplacer cet état-major, mais les choses les plus simples à Kinshasa, tous les accès maintenant à la résidence de Kabila à Jérém sont toujours fermés. Je ne sais au nom de quoi. J'aimerais que vous nous disiez que ça sera fait quand. Mais le président se déplace, mais écoutez, vous avez bien vu que c'est un président sans légitimité. Le Grand Congo, son président de la République se déplace, il arrive aux États-Unis. Un rendez-vous est-il prévu avec Donald Trump? Pourquoi ce déplacement? Il n'est pas le premier chef d'État qui arrive. Je vous parle du Grand Congo, de ce que représente le Congo. S'il y avait eu effectivement alternance, donc c'est une nouvelle chance, une nouvelle perspective, inévitablement, Trump l'aurait reçu. Donc mais est-ce que vous ne voyez pas que la donne a évolué, surtout quand on sait que les États-Unis, à un moment donné, avaient émis des critiques par rapport? Je vous dis ceci, ne me ramenez pas en arrière, là où les États-Unis ont évolué, puisqu'il y a un pouvoir de fait. Il y a un pouvoir de fait, ce ne sont pas les États-Unis qui vont venir dire ici, mettez-le de côté et placez celui qui a mérité, qui s'appelle Martin Fayoulou. C'est pas réalisme, pas le réalisme façon congolaise, hein, qui signifie qu'on peut traverser et faire de la transhumance. Il y a un président de fait qui est au Congo, mais pour vous dire que la position n'a pas évolué, que l'homme n'a pas légitimité, il ne sera pas reçu à la Maison-Blanche, monsieur. La parole va tourner, Mike. Vous avez pris beaucoup de temps. Trésor Mutombo et ensuite Jean-Pierre Ayoubangira. Trésor, donc, est-ce que ce débat n'est-il pas dépassé aujourd'hui, légitimité ou pas? Être reçu à la Maison-Blanche, qu'est-ce que ça représente pour le Grand Congo, comme Mike le disait tout à l'heure? Alors, je suis un peu amusé hein, en écoutant Mike Mukeba. Je crois avoir suivi un peu le parcours de Martin Fayoulou aux États-Unis. Il n'a pas été reçu par un quelconque officiel. Le maire d'une petite ville, là, monsieur. Ouais. Bon, mais Fayoulou n'est pas officiel. C'est pour dire qu'aujourd'hui, le débat, nous devons nous centrer sur les priorités du Congo. C'est-à-dire qu'on a tendance à faire des débats dans des débats au lieu de regarder les choses de manière générale. Bon, donc on peut ne pas être reçu à la Maison-Blanche pour vous. Le plus important, c'est qu'on évolue. Non, le plus important, c'est pourquoi on y va. Il y a des béabas dans la gestion
dans la gestion où on utilise généralement 2 paramètres pour décider si on est censé y aller soi-même ou pas. D'abord, c'est l'urgence de la tâche et deuxièmement, c'est l'importance de la tâche. Il y a un cadran en fait qu'on utilise. Lorsqu'une tâche est à la fois urgente et importante, on est obligé de le faire soi-même. Dans les conditions sous examen? On est obligé de le faire soi-même. Lorsqu'une tâche est à la fois urgente et importante, on est obligé de le faire soi-même. Lorsqu'une tâche est urgente mais pas importante, on peut décaler. Non, plutôt, lorsqu'elle est urgente et pas importante, on peut déléguer. Qu'est-ce que le président aurait dû faire dans ce cas? Non, ça dépend de son calendrier. Je crois savoir que, personnellement, sur les 11 voyages qu'il a eu à faire, j'ai du mal à dissocier dissocier la diplomatie qu'il est en train de faire des besoins sécuritaires que nous avons. Nous savons que la guerre ou les guerres que nous avons eues à répétition depuis les années 90 ont un lien avec l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a des causes extérieures qui ont été démontrées à plusieurs reprises. Donc il est plus avisé lorsque nous menons, lorsqu'on mène des actions en interne, de mener aussi des actions en externe, parce que les deux sont forcément liés. La diplomatie à l'heure actuelle est forcément liée à la défense, elle est forcément liée à la sécurité intérieure. Le président n'est pas à la quête d'une certaine légitimité internationale? Non, je ne pense pas que la légitimité, c'est vrai qu'on a toujours besoin d'avoir des partenaires, mais la légitimité s'acquiert à l'intérieur. Et la légitimité, contrairement à ce que les gens pensent, la légitimité ne s'acquiert pas qu'au moment des élections. J'ai suivi, je crois, c'est un sénateur, Didier Moumengi, je crois, qui a dit, j'ai lu ça ce matin, qui dit, on a beaucoup débattu autour des sénatoriales. La meilleure façon pour les sénateurs de démontrer qu'ils ont légitimement gagné leur poste, c'est de travailler correctement pour le pays. La meilleure façon pour Félix Tshisekedi de démontrer qu'il mérite d'être président, c'est sa gouvernance en fait. Les élections sont qu'un passage, mais la légitimité, c'est un contrat qui se renouvelle quotidiennement. Dans la gestion quotidienne de la chose publique, on renouvelle notre légitimité. Il y a eu des présidents, on peut regarder à travers l'Afrique, il y a eu des présidents qui sont arrivés, on va dire, par la petite porte, par des petites portes, comme Rawlings par exemple au Ghana, qui est arrivé par un coup d'État, ou Thomas Sankara, qui était arrivé aussi par un coup d'État. Pierre Bouyoyo. Mais dans la gestion, ils ont acquis de la légitimité. Donc la légitimité, c'est un contrat quotidien qu'on renouvelle. Il faut que la parole évolue. Juste pour revenir donc, sur la question des héros, j'ai parlé des héros politiques. C'est vrai que le débat mérite vraiment d'être soulevé. Bon, Monsieur Mike Moukeba est au Parlement. J'espère qu'un jour ou un autre, ils vont avoir un vrai débat sur qui sont les vrais héros de notre pays. Donc on ne va pas entrer dans un débat là-dessus. Concernant les droits, les élections de Béni Boutembo, c'est vrai que c'est des Congolais qui avaient le droit aussi d'élire un président de la République. On leur a quand même retiré ce droit. Et là c'est vraiment une erreur grave. Vous ne comprenez pas l'urgence qu'il y avait à l'époque? Elle a changé. Si, l'urgence, oui, mais mon problème, mon problème à ce niveau-là, c'est de quel droit la CENI s'est permise de retirer à 3 millions de Congolais la possibilité de voter un président. C'est ça la question. Ce droit, c'est vrai que en parlant des Congolais de manière générale, on peut écarter une partie des Congolais. C'est normal, ça peut arriver. Nous avons des Congolais de l'étranger qui sont des Congolais comme nous, qui ont les mêmes droits que nous, mais qui n'ont pas voté. Mais ces Congolais, la décision a été prise par les représentants du peuple, qui est le Parlement, l'Assemblée nationale, qui à un moment donné a dit, bon, pour les Congolais de l'étranger, à travers la loi électorale, bon, les Congolais de l'étranger, on les met de côté. Mais la CENI, de quel droit, je continue de me poser la question, de quel droit elle s'est permise de mettre tous ces Congolais à l'écart? Donc, bon, les choses sont ainsi faites. Vous ne justifiez pas cette décision, même si on sait qu'elle était nécessaire en son temps. Mais pas pour les présidentielles. On peut reporter des élections d'une partie pour des raisons d'État, mais la décision doit nécessairement être prise par les représentants du peuple. C'est les seuls qui ont le droit, le pouvoir de dire, bon, pour telle nécessité, nous acceptons nous acceptons telle perte. À ce moment-là, l'Assemblée nationale est en vacances parlementaires. Je vais accorder la parole à Jean-Pierre Ayobangira Safari. Vous brûlez d'impatience apparemment. Vous avez beaucoup de choses. On a beaucoup de choses à dire parce que les problèmes, les gens doivent savoir qu'il y a une différence entre gérer un pays et être opposant. Parce qu'être opposant, c'est facile de parler, de critiquer. Mais quand on doit gérer du concret. On doit gérer la destinée de tous ces millions de Congolais. On n'est pas dans la théorie, mais là dans la pratique. Et je pense que nos amis de l'IDPS sont en train de voir cela.
C'était plus facile de critiquer à l'époque quand ils étaient encore à l'opposition. Mais maintenant qu'ils doivent gérer du concret. Comment les gens doivent vivre, comment est-ce qu'on doit avoir la sécurité, comment est-ce qu'on doit faire les routes, la circulation, l'école. Il y a beaucoup de dossiers. Et nous espérons que le gouvernement sera mis sur pied pour justement permettre de gérer la vie des Congolais. Pour ce qui est des élections, on vient de parler, il y avait alors un report. Mais d'abord, l'élection est un droit. Okay? Et l'élection au Congo n'est pas encore une obligation. C'est un droit, mais ce n'est pas encore une obligation, ce n'est pas encore un devoir. Donc on avait voulu que même les Congolais de l'étranger puissent alors voter. Je pense heureusement que tu viens alors de les citer. Et aussi ce sont des millions. Mais suite à l'impossibilité technique qui nous avait été transmise par les acteurs liés alors au processus, que ce soit le gouvernement et la CENI à cette époque-là, ils nous ont montré une impossibilité technique de permettre aux Congolais de l'étranger de voter. Et à son temps, le Parlement avait pris une décision à ce qu'on puisse voir comment permettre les élections parce qu'il y avait un délai à tenir. Est-ce que la décision de la CENI il y avait un délai à tenir. Maintenant, pour Butembo et Yumbi, comme tu viens de le dire, nous étions déjà pratiquement en vacances. Nous étions même en campagne parce qu'il ne faut pas oublier, les gens de Butembo et Yumbi, les gens de Butembo et Yumbi ont fait aussi la campagne, n'est-ce pas? On fait la campagne. Mais il y avait d'abord un rapport préliminaire du ministère de la Sécurité. Il y avait un rapport préliminaire du ministère de la Santé que les gens ont semblé ignorer. Et la CENI devient devant un fait accompli. Devait-elle prendre la responsabilité d'augmenter ces risques-là? D'augmenter ces risques que l'épidémie d'Ebola puisse se propager. Donc, non, elle a agi d'une façon responsable. Mais et quand on gère d'une manière responsable, ce n'est pas irrégulière. Elle a toute la plénitude de décider sur ce qui a rapport avec les élections. Mais pourquoi est-ce qu'elle a fait cela? Elle a fait cela vu l'urgence humanitaire de sécurité, de santé qu'il y avait. Mais maintenant, nous avons eu, prenons un exemple à Butembo. L'ami, il peut parler de ça, mais en fait, il ne connaît pas. Mais vous savez qu'actuellement, il y a des gens qui s'attaquent aux équipes de lutte contre l'Ebola. Et ces gens sont instrumentalisés principalement par des candidats de l'opposition. Il y en a qui en font même des motifs de campagne en disant non, Ebola n'existe pas. Ebola, on l'a inventé. Et tout ça, c'est un langage de l'opposition. Voici voilà l'irresponsabilité de nos... Mais est-ce que vous ne comprenez pas Mike Moukébaï quand il dit que c'est grave ou c'est plus grave qu'il y a... Ils ont contribué à l'aggravation de cette situation. Ils ont contribué, oui, effectivement, parce que actuellement, chaque jour, il y a des jeunes organisés pratiquement en milice qui vont prendre des malades de l'Ebola et ils les enterrent d'une façon clandestine. C'est pas plus tard qu'hier même. Ils ont même attaqué un centre de lutte contre l'Ebola. Voilà. Et ça, ce sont des amis de l'opposition. Le président aux États-Unis, quel enjeu vous terminez par là? Parce qu'il faut qu'on passe à l'autre. Pour ce qui est de l'enjeu, il faut savoir qu'il y a plusieurs visites. Des gens ils commentent trop que tel a été reçu par le président ou pas. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs genres de visites. Il y a des visites de travail, il y a des visites d'État. Et là, ce n'est pas une visite d'État. Donc, il n'y avait pas vraiment une obligation à ça. Mais il avait besoin peut-être de faire une visite de travail pour aller dans les concrets et se voir avec le responsable de la diplomatie américaine. C'était essentiel à ce niveau. Et je pense que tous les présidents au monde qui arrivent aux États-Unis ne sont pas obligés de se voir avec le président Trump à chaque moment. Sinon, le président Trump n'aura plus rien à faire que de rencontrer des présidents. Parce qu'il en arrive plusieurs fois. Et pendant la même période, il y a aussi le président du Ghana qui se trouve là-bas, qui n'a pas rencontré le président Trump. Je me demande si le président du Ghana aussi a un problème de légitimité. Ah, merci. Merci Jean-Pierre Safari. Merci. Ah, c'est des bons éléments, ça j'apprécie. On va passer à l'autre thématique, même si vous aurez toujours le temps de revenir dans la thématique précédente. Les élections, la bataille des gouverneurs. Eric Bokula, vous êtes suppléant du député provincial Jekoko Mouloumba, lui-même candidat, vice-gouverneur sur la liste UDPS. On sait tous comment les sénatoriales se sont passées. Comment est-ce qu'on a tiré des leçons de ces sénatoriales pour mieux préparer les gouverneurs? Bien sûr, avant que je réponde à la question, je vais juste clôturer avec... Dans votre temps d'antenne, vous avez 3 minutes. Exactement. Juste pour préciser ceci, personnellement,
pas personnellement, même au niveau de l'IDPS, nous étions contre cette décision. Nous avons fustigé à l'époque la décision d'écarter nos frères de Béni Boutembo et Yumbi. Et personne n'était pour. C'est la CENI qui décide et nous devons... La CENI appuyée bien sûr par ceux qui étaient au pouvoir à l'époque. Et notamment au sein de la CENI. Au sein de la CENI, il y a aussi tout le monde, il y a des amis des alliances l'IDPS. se font et c'est défend. Donc ça, c'est Tout pas comme ça. quand vous avez décidé vous aussi de reporter l'élection des gouverneurs. Veuillez me laisser finir. Allez-y. Sur ce point-là, on est tous d'accord. Nous étions contre cette décision. Elle était pour moi inconstitutionnelle. Elle viole les droits de ces gens-là. La vôtre aussi. La vôtre aussi est inconstitutionnelle. Je vais arriver à la nôtre. Exactement comme l'honorable Mike Moukebaï a dit, la situation est devenue même pire. Seulement, ce que j'essaye de clarifier ici est qu'on nous donne l'impression que si, à l'époque, Béni Boutembo Yumbi avait voté, que du coup, ça allait changer les résultats à la présidence. Ça n'aurait rien changé. Mais c'est un bastion de l'opposition. C'était un bastion de l'opposition à l'époque. On était dans l'opposition. J'ai même suivi le... Mais même les tendances, quand vous voyez les tendances, à ces élections, c'est l'opposition qui est en tête. Zangui dans le bout. 3 millions, ça n'aurait rien changé. Non, ce n'est pas 3 millions, c'est 1 million quelque chose. Je n'ai pas de chiffres. 1 million, ça n'aurait rien changé. S'il vous plaît, c'est Eric Bouboula qui a la parole. J'ai suivi l'honorable Fayulu. Prenez note, vous allez... J'ai suivi l'honorable Fayulu qui a essayé de défendre ça devant des universitaires aux États-Unis. Et ça m'étonne. C'est 1 million. Supposons même que le 1 million entier allait voter, c'est-à-dire que taux de participation 100%. On a vu les images du duo Fachi et Vital à Béni, à l'époque, pendant la campagne. Vous avez vu comment les gens... Ils n'avaient pas fait Boutembo, Oui, mais ailleurs, ils étaient passés. Ils ont prétendu c'est juste pour dire que ce n'est pas ces 1 million qui... Mais même 500 000 personnes, ça fait basculer la balance. Comment ça allait faire basculer 500 000 personnes, bien sûr, pour M. Fayulu, mais il y aurait aussi eu 500 000 personnes pour Tshisekedi. Ouais, donc ce n'est pas ces 1 million qui leur étaient acquises, donc ça n'aurait rien changé. Il ne faut pas essayer de chercher... M. Fayulu a perdu les élections d'une manière claire, tout le monde l'a vu, et lui-même a été même incapable de prouver sa vérité des urnes. Il parle de légitimité, mais il essaie d'aller chercher cette légitimité à l'extérieur. Il va aux États-Unis, pourquoi? Pour essayer de faire croire aux gens qu'il y a une certaine vérité des urnes. La vérité des urnes, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. On revient à la... Revenons maintenant à l'histoire des gouverneurs. Évidemment, avec ce qui s'est fait à la sénatoriale, encore, c'est qu'aujourd'hui on appelle... nos alliés, nos partenaires. Moi, je me dis que dans tout partenariat, l'honnêteté contribue au partenariat. Quand vous êtes même dans un mariage avec votre époux ou épouse, il faut être honnête. Tout dépend des clauses, justement, de votre partenariat. Avec nos partenaires ici, il y a un sérieux problème. À la sénatoriale, on l'a vu, quand on parle de corruption, il y a eu corruption. Il y a eu corruption, ça il faut le dire. Bien que c'est difficile de le prouver. Il y a eu quelques cas qui peuvent être prouvés. Mais nos partenaires ici, c'est eux, pour la plupart, qui ont essayé de débaucher au sein du cash. Débaucher, c'est-à-dire de corrompre. Ce sont les députés cash qui étaient malléables. Ben, écoutez, ce n'était pas seulement eux. D'ailleurs, en passant, ça m'étonne que même nos frères de la Mouka, qui étaient aussi victimes de cela, trouvent ça normal et ça les amuse, ça m'étonne. Alors que l'histoire de corruption, ça affecte toute la nation. Et aujourd'hui, si on a des sérieux problèmes, on a même des problèmes financiers sur le pays et ce qu'il est, c'est à cause de la corruption. Les 15 milliards qui disparaissent chaque année des caisses de l'État, c'est la corruption. Donc voilà un peu. Ça, c'était juste... Est-ce que l'UDPS a des leçons oui. Le peuple a parlé. La base a parlé. Mais on sait et je suis sûr que les députés provinciaux de l'UDPS ne vont plus refaire, ça je suis vraiment sûr qu'ils ne vont plus refaire cette erreur-là. On ne va pas mâcher les mots, il y a eu corruption. Ils ont trahi. Moi, je ne veux même pas dire corruption, parce que ne pas voter UDPS, ce n'est pas forcément de la corruption. Gécoco a-t-il été corrompu lui aussi, parce que Gécoco a prouvé devant la presse et devant la justice qu'il avait voté UDPS. Ah, on est déjà allé en justice? Non, mais il avait été interpellé. Il avait été interpellé dans le cadre des actions qui avaient été... En fait, il y avait beaucoup de députés provinciaux. Je ne sais pas si l'honorable aussi avait été interpellé. Il était allé chez le procureur. Le procureur a pris la cour d'appel, je crois, et il a donné... Est-ce qu'on a tiré les leçons de la débâcle sénatoriale pour mieux préparer les gouvernements? Oui, maintenant qu'on sait, parce que quand cette histoire s'est passée, on a voulu incriminer par exemple l'honorable Gécoco, mais finalement, grâce à ces preuves, on s'est rendu compte qu'il y avait des vrais coupables. Il avait violé les consignes de vote.
En filmant. Écoutez, vous me demandez, on oblige aux gens peut-être de porter la ceinture de sécurité dans les véhicules. Et du coup, parce que je n'ai pas porté la ceinture de sécurité, on fait un accident, je m'éjecte et je suis sauvé. Qu'est-ce que vous me direz? Que j'ai violé la consigne. Merci beaucoup. Ah, c'est très important ce matin d'avoir toutes ces intelligences sur un plateau. On ne sait même pas comment on a fait pour vous avoir. Mike Mukeba. Rapidement, c'est clair sur Béni Boutembo. Monsieur, vous allez discuter des Congolais ont été privés de leurs droits. Je n'entre pas dans les chiffres. Je suis d'accord. C'est très grave que vous venez dire que ça n'allait rien changer. C'est très grave. Vous êtes en train d'insulter ces Congolais qui n'ont pas pris part au vote. Ils étaient 500 000, 1 million, pas forcément pour donner la victoire à Fayoulou, mais pour faire basculer les résultats dans un sens comme dans un autre. 1 million de Congolais, et vous trouvez que c'est pas grave. Mike Mukeba, gouverner, deux. Laisse-moi y aller, non, laisse-moi y aller. Je vous relance, c'est ça mon travail. Ne reviens pas sur cette relance à laquelle j'ai déjà répondu. 2, mon cher frère, la situation qui prévaut aujourd'hui est plus grave, et je te réponds indirectement, plus grave que celle qui était là en décembre, sur le plan et sanitaire et sécuritaire. Sous la manipulation attends, je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Il ne faut plus me relancer là-dessus. Tu le sais que maintenant on a décrété... Si je vous relance pas... L'OMS, non, tu me fais la même relance. Maintenant l'OMS a décrété une urgence sanitaire, les actions ont quand même eu lieu. Ok. Vous dites sous la responsabilité. Excusez-moi, je vais être dur envers vous. C'est irresponsable de venir dire sous la responsabilité de Ténor de la Mouka. Arrêtez-le, puisque vous avez des informations. Moi, je ne les couvre pas. Vous avez des informations. Vous êtes leurs alliés. Qu'est-ce que vous attendez? Vous avez démobilisé les gens. Attendez, vous connaissez ceux qui tirent les ficelles. Je suis très fier, très content. En fait, vous devenez les complices parce que vous vous taisez. Dénoncez-le. Vous êtes alliés. Vous venez vous plaindre. Un parti au pouvoir vient... Quelle irresponsabilité. On vous donne l'impérium. Vous venez vous dire, il y a certains Congolais qui sont en train d'organiser des tueries de masse, qui sont en train de sortir des malades d'Ebola. Vous venez le dire à la télé. Arrêtez-le, les pouvoirs que vous avez en coalition. Vous servez à quoi? Et quand je parle de coalition, c'est même trop... c'est même vous flatter. Vous n'êtes ni en coalition, ni en cohabitation. Vous êtes en chamaillerie tous les jours. Et vous créez des problèmes au pays. Nous ne savons pas comment vous allez diriger. Quand vous dites que les alliances se font, c'est des fonds. Et votre alliance, elle est fondée sur quel accord? Il y a toujours... Non, attendez, monsieur. En politique, non, la Constitution... Arrêtez de développer cette fausse théorie. La Constitution n'oblige pas des actes politiques. C'est un acte politique, une alliance. Ce n'est pas un acte de droit. La Constitution est claire. Vous avez la majorité, vous ne l'avez pas. Vous avez plusieurs possibilités quand vous n'avez pas la majorité. Vous pouvez être en cohabitation, vous laissez la majorité de Kabila tranquille, vous restez à la présidence. Attendez, non, ne bloque pas la machine. C'est moi qui vous pose des questions. Laisse-moi y aller. Vous n'avez pas le droit de lui poser des questions. Un accord, je réponds. Oui, répondez, mais ne lui posez pas de questions. Je vous dis, quand on parle d'alliance, arrêtez de galvauder certaines notions, certains concepts. Une alliance est supposée être discutée. La vôtre, vous l'avez discutée où? Quels sont les documents, quel est le programme que vous avez ensemble? Vous savez ce qu'il y a eu? Il y a eu entre Angela Merkel et l'autre parti allemand pour arriver à une coalition. C'est des discussions, il a fallu même que le parti au niveau de la base avalise. Vous vous êtes caché quelque part, vous avez envoyé Félix, je ne sais pas si c'était officiel. À Genève, on n'a pas soumis ça à l'appréciation de la base. Laisse-moi y aller. Non, mais c'est ça. Je parle de la gestion. Mais je suis sur le plateau pour ça, Mike. Félix, non, je suis en train de répondre à une question précise. Il ne faut pas me perturber et après tu vas me dire que je prends ton temps. Si je pense que je peux... Non, relance-moi quand j'ai terminé une pensée. Alors, vous, votre alliance, elle est fondée sur quoi? Quelles sont les valeurs qui vous ont mis d'accord? Vous avez décidé de faire quoi? Vous venez proclamer les gens se font. Qu'est-ce que vous avez décidé de faire ensemble? On évolue. C'est tellement compliqué qu'au jour d'aujourd'hui, vous accusez vos alliés d'avoir débauché chez vous. C'est cela la confusion que vous avez installée au niveau de l'État. Vous n'êtes ni en coalition ni en cohabitation. Ici, vous dites que vous êtes alliés, mais vous accusez vos alliés d'avoir débauché. Vous nous vraiment rendez la tâche très complexe. La politique est déjà complexe en elle-même. Mais c'est que vous ajoutez des complexités. Avec la tricherie qu'il y a, c'est très grave pour que le Congo s'en sorte. Laisse-moi y aller. La bataille des gouverneurs. Laisse-moi y aller, je vais répondre. Cher mon frère député, pardon. Vous avez détruit le Congo. Si vous voulez avoir un petit président qui arrive, qui n'est pas reçu, ça c'est vous. Un président qui arrive. Ne nous comparez pas si le président ghanéen n'a pas été reçu. Et il en était fier. Vous ne dites pas quand même de notre président qu'il est petit. Non, attendez, messieurs. Vous avez compris? Non, attendez, Mike. Laissez-moi répondre. Si le président ghanéen n'est pas reçu, ce n'est pas notre problème. Le nôtre doit être reçu au plus haut niveau pour avoir des appuis au plus haut niveau dans le monde.
Ne venez pas sur un plateau et vous êtes heureux, vous le dites, votre allié ou cohabité de cash est content que vous lui dites que le Ghanéen est là, il n'est pas reçu. Vous applaudissez. Attendez, je vous dis ceci. Quand vous êtes un grand pays, un grand président, vous ne dites pas que tous les présidents qui arrivent là-bas ne sont pas reçus. Ce n'est pas notre problème. Le nôtre doit discuter au plus haut niveau. Mais surtout quand on connaît les relations... Laissez-moi terminer ma pensée. Les relations problématiques entre les États-Unis. Il n'y a pas de relations problématiques. Arrêtez. Vous avez eu un régime qui était un régime pas accepté dans le monde, un régime de corruption avec lequel ceux de l'UDPS ont coalisé. Et c'est ça le problème. Attendez. Laissez-nous tranquilles. Ne mettez pas les déboires diplomatiques qu'il y a sur le compte de la RDC. C'est le compte d'un régime. J'étais en train de le répondre. Nous sommes le Grand Congo, nous avons un rôle. Ne nous amenez pas dans ce Congo où votre président allait à la francophonie et s'asseyait au 10e rang.